Bonjour les enfants et bienvenue dans le Grand Bassin. En quoi consistent les cours du Grand Bassin? Eh bien, c'est assez simple. D'habitude, vous avez le texte qui vous est affiché en haut à gauche, le vocabulaire en haut à droite et un bon gros paquet de remarques sur la syntaxe et la morphologie en bas à gauche dont je parle pendant le cours. Bon, dans le Grand Bassin, c'est un peu différent, c'est-à-dire que vous êtes largement autonome. Vous avez le texte qui s'affiche en haut à gauche. Aujourd'hui, ce sera le début de la guerre des Gaules, de ce cher Caius Julius César. Et puis, à droite, quelques remarques, mais qui sont surtout des pense-bêtes pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire beaucoup moins de remarques que d'habitude, et les remarques que je vais faire seront différentes aussi, c'est-à-dire elles dépendront en fait du texte que nous serons en train de traduire. Par exemple, je ne vais pas vous donner le vocabulaire, de manière générale, vous l'entendrez en tout cas dans la traduction, vous vous y retrouverez, mais je ne vais pas vous donner tout le détail du vocabulaire avec la définition du dictionnaire. Par contre, si un mot ou une expression est employé de telle ou telle manière, fait partie du vocabulaire juridique, militaire, que sais-je encore, là, je vais vous faire la remarque. Alors, le but, c'est de consommer un maximum de textes latins. Le but, c'est de sortir du latin de cuisine que le professeur, moi par exemple, vous prépare, et d'aller sur le latin in situ. Parce que vient un moment où, pour vraiment progresser, il faut beaucoup traduire. Et c'est pas évident tout seul de se retrouver sur un texte à faire du petit latin. Vraiment, ce n'est pas évident, et moi je pense qu'il faut, à ce moment-là, beaucoup plus accompagner les gens qu'on ne le fait. C'est pourquoi mon objectif dans les cours du Grand Bassin est de vous ensevelir sous le contenu. Et là, vous allez vous dire, mais moi, je ne connais pas grand-chose au latin, j'en sais pas suffisamment, à quoi ça sert de rester? Au contraire, restez. Sautez le pas tout de suite, voyez à quoi cela ressemble. Si vous ne comprenez pas un élément, puisque je vais peu expliquer, eh bien ce que vous pourrez faire, c'est plus tard aller regarder sur les points grammaire de la chaîne, dans les cours de la chaîne. Ce que vous faites pour le moment, ce que vous pouvez faire, c'est simplement prendre des notes que vous comprendrez plus tard. Au début, c'est très déstabilisant. Parfois même, il y a des gens qui ont leur morale en berne à l'issue du cours. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous n'avez absolument pas à paniquer, vous n'avez rien à craindre. Essayez de suivre, voyez ce que ça donne. Et à un moment donné, vous allez avoir une espèce de déclic. Vous allez vraiment apprécier ce que vous êtes en train de regarder. Bref, allez, c'est parti, on commence la traduction. Voilà, le texte s'affiche, donc à gauche, on a le texte, à droite, quelques remarques, et oui, ma souris va continuer à faire du bruit, je n'en ai toujours pas changé. Il s'agit ici de La guerre des Gaules de Jules César, un texte particulièrement important, puisque César nous raconte la manière dont il a conquis la Gaule, c'est une chose, mais c'est aussi pour nous un texte qui nous renseigne sur ce que pouvait être la Gaule à cette époque-là. Il nous dit, je cite, livre 1, paragraphe 1. Gallia est omnis divisa in partes tres, quorum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam quipsorum lingua Celtae nostra Galli appellantur. I omnes lingua institutis legibus inter se differunt, Gallos ab Aquitanis carunda flumen, Abengis matrona et sequana dividit. On va faire tout ça en quelques minutes. Gallia est omnis. Toute la Gaule. Omnis, on peut le traduire par tout ou par chaque. En fait, c'est tout en tant qu'addition de chaque élément. Vous ne confondrez pas omnis, omne avec totus, qui lui signifie entier, entièrement. Si j'avais eu tota Gallia, j'aurais dû traduire par la Gaule entière. Bon, c'est pas le cas. Gallia est omnis, donc toute la Gaule est, divisa, divisée, in partes tres, en trois parties. Concernant est divisa, j'ai deux manières de le penser. Soit je me réfère strictement à ce que j'ai dans mon tableau de conjugaison à la voix passive,
et je considère qu'on a un parfait passif, donc est divisa, je vais le traduire par fut divisé ou bien a été divisé. Soit je me dis que j'ai le verbe être au présent et qu'avec mon verbe être, j'ai divisa que je vais considérer comme un adjectif. Donc là, je vais dire la Gaule, toute la Gaule est divisée en 3 parties. Ce n'est pas quelque chose de dérangeant pour le lecteur romain, qui a conscience de cette ambiguïté. Ce n'est pas quelque chose de dérangeant parce que, en l'état, au moment où César arrive, la Gaule est divisée en 3 parties de toute manière. Donc, je reprends, toute la Gaule est divisée en 3 parties, quarum unam incolunt Belgae, dont une que les Belges habitent. Littéralement, quarum, desquels les Belges, Belgae, incolunt, habitent, unam, une. D'accord? Unam partem, une partie. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai quarum, mon pronom relatif, qui que quoi dont où, qui est au génitif pluriel féminin. Féminin pluriel, ça me renvoie à l'antécédent partes, d'accord? Et puis, génitif, pourquoi? Parce que c'est un génitif complément de unam. Une d'elles, littéralement. Une d'elles. Unam, je ne l'ai pas traduit par un seul, une seule. C'est ce qu'on vous dit de faire d'habitude. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que juste après, je vais avoir aliam, tertiam. César va nous parler de 3 parties, donc je vais dire une, aliam, une autre, tertiam, la troisième. Ok? Au lieu de dire littéralement dont les Belges incolunt habitent une, en français, pour que ça passe mieux, je vais rajouter une subordonnée. Je vais dire quarum unam, dont une, incolunt Belgae, que les Belges habitent. Aliam Aquitani, littéralement, une autre, les Aquitains. Là, César ne se répète pas. Il aurait pu écrire quarum aliam incolunt Aquitani. Il aurait pu faire ça. Donc, nous, on va suivre la manière dont il écrit, très simplement. Une autre, les Aquitains. Tertiam, une troisième. Qui ipsorum lingua, Celtae, Nostra, Galli, appellantur. Depuis le début, je souligne le sujet ou l'attribut du sujet. Donc par exemple, Belgae est sujet du verbe incolunt, qui est en rouge. Là, j'ai souligné beaucoup de choses. Bon, qu'est-ce qu'on a ici exactement? Ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle une relative nominale. Je vous ai mis un exemple à droite. Qui aime bien, châtie bien. Qui bene amat, bene castigat. Castigat, c'est le verbe châtier. Quel est le sujet de châtier en latin comme en français? Le sujet, c'est tout ça. C'est qui aime bien. Et le sujet du verbe châtier. Ou, sous-entendu, celui qui aime bien, châtie bien. Ok? C'est ce qu'on appelle une relative nominale, c'est-à-dire que le pronom relatif nominalise l'ensemble de la proposition comme si c'était un nom et qui peut donc prendre la place de sujet. C'est ce qui se passe ici. On va avoir qui ipsorum lingua Celtae appellantur, qui, ceux qui, d'accord? Ceux qui, lingua, au moyen de, c'est un ablatif de moyen, au moyen de la langue ipsorum de. C'est-à-dire, qui ipsorum lingua, ceux qui, dans leur langue, appellantur, sont appelés, attention c'est du passif, sont appelés Celtae, Celtes. Celtae, c'est un attribut du sujet. Ici, il y a pas mal de verbes, et on va le revoir, qui, quand ils passent à la voix passive, ont pour complément un attribut du sujet. Donc, ceux qui, dans leur langue, s'appellent Celtes, Nostra, et dans la nôtre, au moyen de la nôtre, ablatif de moyen, Nostra lingua, si vous préférez, appellantur, sont appelés Galli, Gaulois. Je reprends. La troisième, ceux qui dans leur langue s'appellent Celtes, et dans la nôtre, Gaulois. Hi omnes, eux tous. Vous reconnaissez l'anaphorique hic aec hoc, qui grâce à la précision omnes me permet de comprendre qu'on reprend à peu près tout le monde. Donc les trois groupes, les Belges, les Aquitains et les Celtes ou les Gaulois selon la langue. Donc hi omnes, eux tous. Lingua institutis legibus inter se differunt. Differunt varie
diffère inter se entre eux, lingua institutis degibus, ici je vous l'ai mis, on a ce qu'on appelle des ablatifs de point de vue, c'est-à-dire du point de vue de, sous l'angle de. Lingua, la langue, lingua est au singulier, ne vous trompez pas, d'accord? Ils diffèrent entre eux du point de vue de la langue, institutis, des gouvernements ou des institutions, peu importe, legibus, des lois. Je vous rappelle qu'en latin, la loi, ou je vous apprends que la loi traduit le mot lex, mais que ius en latin est traduit par droit. Et on parlera beaucoup plus souvent de ius dans les institutions que de lex, quand on a un discours théorique sur les institutions. On termine. Gallos abaquitanis garum naflumen abelgis matrona et sequana dividit. Le fleuve Garonne, et oui, les Romains disent la ville, Rome, le fleuve Garonne, la montagne, Jura, on va le voir après. Nous, on va simplement dire la Garonne. Donc, la Garonne, dividit, sépare qui? Gallos à l'accusatif, les Gaulois, ab Aquitanis, des Aquitains. Ab avec un ablatif permet d'introduire le complément de séparation. Matrona et Sequana. La Marne et la Seine séparent toujours Gallos les Gaulois, qui n'est pas répété, à Bengis, des Belges, là aussi, A avec un ablatif, introduit la séparation. Vous avez sûrement remarqué que dividit reste au singulier, ce n'est pas quelque chose de dérangeant pour les Romains. Dividit aurait pu être mis au pluriel ici. Alors, il est logique qu'il soit au singulier parce que là, j'ai un sujet au singulier dans la première proposition. Dividit n'a pas été répété, on a plusieurs manières de le voir. Ou bien, si je le raccroche à la deuxième proposition, je me dis qu'il est accordé avec le sujet le plus proche. On continue. Aurum omnium, littéralement parmi eux tous, fortissimi sunt Belgae, les Belges sont les plus forts. Aurum omnium fortissimi sunt Belgae. Donc Belgae est le sujet. Fortissimi, qu'est-ce que c'est? C'est le superlatif de fortis, qu'on traduit non pas par fort comme je l'ai fait, mais par courageux en temps normal, même si vous ouvrez le dictionnaire, vous aurez pas mal de traductions avec écrit fort. Les profs de latin qui regardent cette vidéo vont pas être ravis de l'entendre, mais oui, ça peut se faire. Restez sur courageux, d'accord? On va dire que les plus courageux, parmi eux, sont les Belges. Aurum omnium, c'est le génitif complément du superlatif. En fait, c'est un génitif partitif. Voilà, les plus forts parmi, tout simplement. Le complément du superlatif, c'est un génitif partitif. Ok? Donc, les plus forts, ou plutôt les Belges, sujet, les Belges, sont les plus forts d'entre tous. Propterea quod, particulièrement parce que. Quod suffit à introduire la cause. Et on va le voir après. Mais là, propterea quod, on traduit avec l'expression particulièrement parce que. Accultu atque humanitate provinciae, longissime absunt. Absunt, ça veut dire être éloigné. Vous reconnaissez ab et sunt, et c'est le seul composé du verbe être en latin qui demande un ablatif comme complément. Ok? Donc, ils sont éloignés. Longissime, là aussi j'ai un superlatif, mais j'ai un superlatif à l'ablatif, et en fait c'est un adverbe. D'accord? Un ablatif adverbial. Donc, longissime, de très loin, si on veut. Je pourrais dire, ils sont extrêmement éloignés. Le sujet de absunt, c'est toujours les Belges. D'accord? Ça reste les Belges. Donc particulièrement, propterea quod, particulièrement parce que, longissime absunt, ils sont extrêmement éloignés. De quoi exactement? Accultu atque humanitate provinciae. Je pourrais dire accultu des mœurs atque humanitate et de la civilisation provinciae, de la province. Cultu, on le traduit rarement vraiment par culte. Ce sont les pratiques en général dans une société. Donc ça peut être les mœurs, c'est ce que je dis.
Et l'humanitas, on le traduit en général aussi par la civilisation, le savoir-vivre, la manière d'être dans une société. Concernant provincia, la province, quand elle n'est pas précisée, c'est la province italique, tout simplement. Donc on va dire notre province. D'ailleurs, souvent c'est écrit en latin notre province, c'est pas le cas ici, mais on va le voir après. Je continue. Minimeque, adeos mercatores saepe commeant, atque ea quae ad effeminandos animos pertinent, important. Ce que qui est ici. Et il y en a un autre en bas, proximique sunt Germanis, etc. Ce que qui est ici vaut pour le propterea quod. Il évite de répéter le particulièrement parce que. Il suffit d'écrire et. D'accord? Si je veux faire quelque chose d'un peu lourd, je pourrais dire et parce que, si vous préférez. Mercatores, les marchands. Minime saepe, le moins souvent, minime saepe, commeant, vont ad eos, vers eux. D'accord? Vont vers eux, vont les visiter. Attention au verbe commeo. Vous avez l'impression de voir peut-être un subjonctif présent parce que vous avez appris la conjugaison odéléas, déléat, etc. Non, il s'agit bien d'un verbe de première conjugaison, d'accord? Sauf que j'ai un radical qui finit avec un E, donc il se conjugue comme amo, comme méo, comme méas, comme méat, au présent de l'indicatif. Voilà, tout simplement. Le sujet ici a changé, ce n'est plus belgae, c'est mercatores, d'accord? Donc, adeos reprend, alors ad avec un accusatif indique le lieu vers où on va, et eos, vous reconnaissez que c'est l'anaphorique icéaïde qui est non réfléchi. Donc on ne renvoie pas au sujet de la proposition, sujet qui est mercatores, les marchands ne vont pas vers eux-mêmes, ça n'aurait pas de sens, mais il renvoie à quelque chose qui se trouve dans les propositions précédentes. Donc eos, qu'est-ce que c'est? C'est un pluriel masculin, belgae pluriel masculin. Oui, belgae est bien du masculin. Atque, donc parce que les marchands les visitent le moins souvent, atque et, parce que, je pourrais encore dire et parce que, important, donc mercatores, les marchands, minime saepe important, importe le moins souvent quoi, ea, ces choses-là, quae ad effeminandos animos pertinent. Qu'est-ce que c'est que ce ea? C'est l'anaphorique au neutre pluriel. Littéralement, c'est chose. En fait, on pourrait parler d'accusatif d'objet interne. En l'absence de quae ad effeminandos animos pertinent, je devrais traduire par ils importent ea des choses d'importation. C'est un accusatif qui reprend le sens du verbe. De manière générale en latin, on le retrouvera sous la forme du pronom au neutre. On peut le trouver sous la forme du nom commun grec, par exemple vivere vitam beatam, vivre une vie heureuse. Où là, clairement, j'ai vitam, le complément du verbe, qui a le même radical que le verbe et le même sens. Ici, c'est pas le cas. Ici, très souvent, on aura l'anaphorique au neutre pluriel. Donc, important ea, ils importent le moins souvent des objets d'importation, mais lesquels? Eh bien, ea va être développé par une proposition relative, quae ad effeminandos animos pertinent, des choses qui, quae, pertinent, je vous le mets là, qui visent à, ad effeminandos animos, à amollir le courage. Je vais le traduire comme ça, qui visent à amollir le courage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ici, en fait, vous avez un groupe nominal avec animos que j'ai traduit non pas par âme, mais par courage, ce qu'il faut souvent faire, surtout dans un contexte militaire, ok? Et feminandos, qu'est-ce que c'est? C'est un adjectif verbal, donc un adjectif formé sur un verbe, mais qui reste un adjectif. Littéralement, animos effeminandos, ça veut dire les courages efféminables.
C'est ça ce que ça veut dire, les courages efféminables. Mais moi, en français, pour le traduire correctement, je vais donner à mon adjectif une place qui est verbale. C'est pour ça que vous êtes un petit peu perturbé. Et donc, je vais avoir qui vise, qui conduit, si on veut, à amollir, effeminandos, animos, de courage. Ici, on a une structure particulière avec le verbe pertineo plus ad. On continue. Proximique sunt Germanis, qui trans renum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Troisième raison qui font que les Belges sont particulièrement robustes, ils sont éloignés de chez nous, les marchands ne peuvent même pas les visiter pour les ramollir, et proximi, belgae proximi, des Belges sont très proches, voire même les voisins. Je pourrais traduire proximus par les voisins, c'est le superlatif de propincus, ok, sont très proches, germanis, des Germains. Attention, propincus en latin demande un datif. En latin, on est proche à quelqu'un, pas proche de quelqu'un. Ok, c'est pour ça que j'ai un datif là à germanis. Bon. Donc, et parce qu'ils sont très proches des Germains, parce qu'ils sont des voisins des Germains, Germains qui trans renum incolunt, qui incolunt vivent trans renum au-delà du Rhin, trans gouverne un accusatif, quibuscum avec qui, ou plutôt contre qui, bellum gerunt, d'accord, ils font la guerre continentaire continuellement. L'expression guerro bellum, il faut absolument que vous la connaissiez. Elle est très souvent utilisée, ça peut vouloir dire déclarer la guerre, ça peut vouloir dire faire la guerre de manière générale. Continuons. Je lis tout le passage, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Quod causa edueti quoque reliquos gallos virtute praecedunt, quod fere quotidianis proelis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capita flumine Rodano, continetur garumna flumine, oceano finibus Bengarum, attingit etiam absequanis et eluetis flumen renum vergit ad septentriones. On en revient à nos chers Helvètes et on va voir que l'histoire commence avec, ou plutôt à cause des Helvètes qui, en arrivant en Gaule, poussent les populations à se déplacer. Quod causa, pour cette raison, à cause de cela. Quod causa est l'équivalent de de ea causa, d'accord? Causa, c'est la cause, mais de manière générale, c'est le motif. C'est une expression qui est très courante en latin. Donc, on dit quod causa, et on va dire pour cette raison, ou c'est à cause de cela que, elueti, des Helvètes, quoque, aussi, praecedunt, l'emporte. Praecedo, c'est l'emporter sur. Praecedunt, l'emporte sur, et le complément est à l'accusatif en latin. Reliquos Gallos, sur le reste des Gaulois. Je vous rappelle que ici, reliquos, c'est un accusatif qui s'accorde avec le nom. Le latin dit les Gaulois restant pour le reste des Gaulois. Ok. Virtute, pareil, ablatif de point de vue. Donc, du point de vue, on va dire, de la vigueur, du point de vue de la vaillance, mais ne traduisez pas ce terme par vertu, s'il vous plaît. Donc les Helvètes sont super balèzes, on a compris. Quod, parce que, fere quotidianis proelis cum Germanis contendunt. Contendo, ça veut dire rivaliser, se mesurer à, dans le contexte militaire en tout cas. Donc, contendunt, ils se mesurent, ils affrontent qui? Cum Germanis, littéralement avec les Germains. Donc je vais dire, ils se mesurent aux Germains.
À quel moment, dans quelles circonstances, c'est l'ablatif qui me le donne ici, dans des combats, proeliis, fere quotidianis, presque quotidiens. Cum aut suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt. Vous reconnaissez aut, ou bien, ou bien. Et là, j'ai un autre cum qui n'a pas le même sens que tout à l'heure, un cum germanis. On n'a pas un groupe prépositionnel. Ici, on a un cum qui est subordonnant. Un cum avec l'indicatif, on le traduit par lorsqu'on a une subordonnée de temps. Donc, out, soit, cum, lorsque. Eluetii prohibent, donc les helvètes. Prohibent, ça veut dire empêcher, interdire. Donc, soit ils empêchent, ils interdisent, suis finibus, leur territoire. Le territoire de qui? Celui des Helvètes. D'accord? Suis, c'est un réfléchi, il renvoie au sujet de la proposition où il se trouve, et le sujet, c'est les Helvètes. Donc les Helvètes protègent leur territoire, d'accord? Soit qu'ils protègent leur territoire, suis finibus, ou qu'ils interdisent leur territoire, suis finibus, eos, contre les Germains, contre eux, littéralement, c'est-à-dire les Germains. Pourquoi? Parce que Eos, c'est un anaphorique non réfléchi, il ne renvoie pas au sujet de la proposition, il renvoie à un antécédent qui se trouve dans la proposition précédente, c'est Germanis. Aut, ipsi, soit que, ou soit lorsque ipsi eux-mêmes, c'est-à-dire les Helvètes, gerunt bellum, portent la guerre, font la guerre, in eorum finibus, littéralement, in finibus, dans le territoire, eorum, de, qui ça, eux, eorum c'est un génitif pluriel, bon, il est non réfléchi, il ne renvoie pas au sujet de gerunt, il renvoie, je remonte à Germanis. Donc il y a deux solutions, soit les Helvètes interdisent leur territoire, leur propre territoire, aux Germains, ils empêchent les Germains d'entrer, soit ils pénètrent sur le territoire des Germains. Eorum una pars, quam Gallos obtinere dictum est, initium capit, afflumine rodano, etc. On en revient à la géographie et à la géographie des Gaulois. On a parlé des Belges ainsi que de leur caractère, ça c'est important, on a parlé des Helvètes et on parle des Gaulois. Donc là j'ai littéralement una pars, une part eorum de, c'est-à-dire pars habituellement a un sens spatial. On l'a vu, une partie du territoire. Et c'est comme ça qu'on va le traduire, en fait. On va dire une partie de ces terres. On va le traduire comme ça. Il arrive, et on va le voir après, que César parle du peuple pour la terre et dit que le peuple s'étend de tel à tel endroit. Ok, comme si c'était une terre. En français, ça ne le fait pas trop. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire una parseorum, une partie de ces terres, ok, une partie de ces terres, quam Gallos obtinere dictum est. Littéralement, quam que dictum est, on a dit Gallos obtinere, des Gaulois tenir. Je rentre dans le détail. Dictum est, c'est au parfait l'équivalent de dicitur au présent. En fait, on a un passif qu'on peut traduire de manière impersonnelle, avec on. Par exemple, dans l'expression, vous avez, dans votre grammaire, dicitur homerum caecum fuisse. On dit qu'Homère fut aveugle, ok? Avec une proposition infinitive dont le sujet est à l'accusatif, dont l'attribut est à l'accusatif. On dit qu'Homère fut aveugle. Et là, c'est pareil. Au lieu de on dit dicitur, j'ai dictum est, on a dit. Au lieu de dire quam dictum est, je vais plutôt dire dont on a dit. Ok? Et la proposition infinitive, là c'est homerum caecum fuisse, là c'est Gallos obtinere. Donc Gallos obtinere, c'est littéralement les Gaulois tiennent. Comment je vais traduire ça? Je vais dire une partie du territoire dont on a dit
que les Gaulois la tenaient. Ok, je vais plutôt le traduire comme ça. Initium capit. Littéralement, prend son début. C'est une expression très commune, il faut la connaître. Absolument, d'accord? Initium capit commence à Flumine Rodano du côté du Rhône. Ok? Du côté du Rhône. Rappelez-vous que A, avec un ablatif, au départ, ça veut dire près de, du côté de. C'est un sens qu'on a tendance à oublier tellement vous le voyez exprimer le complément d'agent, l'origine, etc. Mais ça veut dire du côté de au départ, et effectivement, ça a le sens un petit peu de point de départ. Ok? Donc, prend son commencement littéralement hein, du côté du Rhône. Continetour, donc cette parse continetour, est enfermée, est entourée. C'est un verbe qu'on va beaucoup revoir. Il est au passif là, est entouré par complément d'agent, Garumna Flumine, la Garonne, Océano, l'océan, Finibus Belcarum, le territoire de qui? Des Belges. Attingit Etiam touche encore, on n'est pas toujours obligé de traduire Etiam en fait, hein. Souvent c'est un pur coordonnant qui est posé là, mais bon. Attingit Etiam touche encore quoi? Flumen Rhenum, le fleuve Rhin, donc touche encore le Rhin, ou longe le Rhin, d'accord? Absequanis et Helvetiis, du côté des Sécanes et des Helvètes, Uergit ad septentriones, se tourne vers le nord, vers le septentrion. Je prends la suite de notre exposé géographique, on passe aux Belges, Belgae ab extremis Galliae finibus oriuntur, pertinent ad inferiorem partem fluminis Rheni, spectant in septentrionem et orientem solem. Oui, les terres regardent au lieu de s'orienter chez César. Faudra s'en rappeler. Bon, là j'ai littéralement Belgae, les Belges, oriuntur se lève, c'est le verbe orior. Vous ferez attention à sa conjugaison. Normalement, il y a quelques indications dans la grammaire. Bref, les Belges se lèvent, ab extremis finibus Galliae, du côté de extremis finibus, le territoire le plus éloigné de la Gaule. Bon. En français, je vais éviter de dire les Belges. Je vais faire comme si César avait écrit Pars Belgarum Oritur. La partie des Belges se lève, etc. Ok? Ou je vais dire en français le territoire des Belges Oriuntur se lève, bon, commence à la partie la plus éloignée de la Gaule. Ok? Attention à extremis, extremis c'est un superlatif, ok? Donc de ce côté-là. Donc si je choisis de traduire Belgae par le territoire des Belges, je vais me retrouver en français avec des verbes qui sont au singulier et pas au pluriel comme en latin, avec oriuntur, pertinent, spectant, parce qu'ils ont un sujet Belgae au pluriel. On est d'accord. Donc ce territoire commence dans la partie la plus éloignée de la Gaule. Pertinent, je lui dis que pertineo, c'est s'étend, d'accord? Pertinent, il s'étend, où ça? Ad inferiorem partem, jusqu'à la partie basse du Rhin, spectant, et il regarde, ou il s'oriente si vous préférez, in septentrionem et orientem solem. Vers le nord, in septentrionem, c'est l'accusatif qui porte le sens de complément de lieu et de lieu où l'on va. Ce n'est pas la préposition qui le porte, d'accord? La différence entre ad et in à ce moment-là, c'est qu'avec ad, on va vers le lieu, tandis qu'avec in, on va dans le lieu, d'accord? On va jusqu'à l'intérieur. Donc, ce territoire spectant, il s'oriente, in septentrionem, vers le nord, et orientem solem, littéralement, et vers le soleil levant. Je vous précise une chose, je vous précise que
Orientem, au départ, c'est un participe présent de orior. Il est utilisé comme un adjectif ici, d'accord? L'adjectif qui s'accorde avec solem, le soleil, le vent. On va voir pourquoi je le précise maintenant. On passe à l'Aquitaine. Qu'est-ce qui est écrit? Aquitania, agarum flumine, ad Pyrenaeos montes et eam partem Oceani, quae est ad Hispaniam, pertinet. On connaît pertinet, on l'a déjà vu, ça veut dire s'étendre. Spectat interocassum solis et septentriones. D'où à où va l'Aquitaine? Aquitania, pertinet, d'Aquitaine s'étend. Et vous voyez que là, César prend le territoire et non pas un nom de peuple. Donc l'Aquitaine s'étend d'où à où? À Garumna Flumine. Là, j'ai bien l'origine qui est donnée. Donc de la Garonne, ad jusqu'à Pyrenaeos Montes, jusqu'aux Pyrénées, donc les monts Pyrénées en latin, déjà à l'époque on dit Pyrénées, et eam partem Oceani, et jusqu'à cette partie de l'océan. Ici, Icéaïde est vraiment employé comme un adjectif qui va avec le nom partem. En français, on ne parle pas d'adjectif, on parle de déterminant démonstratif, ceci. Voilà, il faut le garder à l'esprit. Donc, et jusqu'à eam partem Oceani, cette partie de l'océan, littéralement, quae, c'est un féminin qui reprend pars, ok? Quae est ad Hispaniam, qui est près de l'Espagne. Je pourrais dire qui baigne l'Espagne. Spectat, l'Aquitaine regarde, c'est-à-dire s'oriente, interocassum solis et septentriones, entre ocassum, la chute, le coucher solis du soleil, et septentriones, et le nord. Tout à l'heure, j'avais le nom, le noyau du groupe nominal solem avec un participe employé comme un adjectif soleil, levant, solem, orientem. Là, j'ai une situation différente, c'est ocassum, le coucher, d'accord, qui est le noyau du groupe nominal, le coucher de quoi, solis, qui est au génitif, le coucher du soleil. Et concernant inter, inter s'emploie avec deux accusatifs, inter plus accusatif est accusatif entre ceci et cela.